nous accueillons Isabelle Fieux qui va nous parler de l'entreprise des possibles et des actions autour. Voilà, j'y vais. Vous me donnez la parole. Allez-y. Bien, bonjour à chacun. Et puis, je crois que je suis la première conférence, en tout cas dans ce cadre-là, pour cette nouvelle année. Donc, bonne année à chacun. Je dis souvent qu'elle soit à la hauteur de nos frustrations de 2020. Et bon, on peut espérer qu'en tout cas la deuxième moitié de l'année soit en tout cas plus favorable en matière sanitaire. Bon. Alors, je suis là donc pour vous parler de l'entreprise des possibles. Je suis déléguée générale adjointe de l'entreprise des possibles. J'ai rejoint cette démarche qui est en fait une structure, qui est un fonds de dotation d'entreprise. Je vais revenir sur tous ces détails, qui a été créé en février 2019 et je l'ai rejoint le 1er avril 2019 en tant que première salariée. On est aujourd'hui 4. Voilà. Alors, comment est né ce mouvement-là? D'abord, peut-être, effectivement, vous souhaitez une bonne année. Le problème des sans-abri, puisque c'est la cause portée et par le fonds de dotation de l'entreprise des possibles. Et il y a des auteurs et des artistes qui ont fait des choses superbes. Et en 2019, c'est Banksy qui avait fait ça dans les rues de Birmingham. Et j'ai trouvé que c'était sympathique, en tout cas, pour ouvrir cette conférence. Voilà. Alors, la mission d'entreprise des possibles, avant de revenir complètement sur l'historique, c'est de se mobiliser pour les sans-abri et les personnes les plus fragiles dans la grande précarité. Les sans-abri, parfois, ils ont un toit un soir, ils n'en ont pas un lendemain. En tout cas, ils peuvent loger chez les copains, chez des amis. Quand ça dure, eh bien, effectivement, ils se retrouvent de plus en plus à la rue et c'est ça qui est compliqué. Et l'entreprise des possibles, c'est donc un fonds de dotation qui ne vit aujourd'hui que sur la métropole de Lyon, c'est-à-dire que sur les 59 communes de la métropole de Lyon, et qui vise à mutualiser les ressources financières, immobilières, financières, immobilières et humaines pour les mettre à disposition d'associations qui s'occupent des sans-abri et des personnes précaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux mondes, le monde des entreprises qui mettent à disposition de ce monde des associations, particulièrement sur ce public fragile, pour pouvoir augmenter les moyens et résoudre ce problème des sans-abri sur la métropole de Lyon. Et la métropole de Lyon, c'est aujourd'hui 1,4 million d'habitants, c'est 47 000 entreprises, c'est 560 000 salariés du privé, et on verra tout à l'heure, c'est à peu près 5 à 6 000 personnes qui peuvent être dans la rue. Voilà, en tout cas, qui sont repérées comme ça dans la rue. Alors, cette initiative, elle est née comment? Elle est née d'Alain Mérieux, qui est un industriel lyonnais, qui est connu en tout cas sur la place du monde de l'industrie pharmaceutique, et qui a souhaité en 2018 faire quelque chose avec les entreprises en disant comment on peut mobiliser l'ensemble des entreprises de Lyon sur ce sujet-là. Pourquoi? D'abord parce qu'il était très engagé dans la santé publique en général, dans les pays en voie de développement, à Madagascar, à Haïti, et qu'il trouvait que dans ces pays-là, la pauvreté et la précarité étaient bien plus importantes, mais que la solidarité aussi était beaucoup plus forte. Et en disant, mais finalement, ce dont souffrent aussi les personnes, c'est vraiment d'isolement social, et c'est comment nous, entreprises, on peut faire quelque chose. Donc, toute l'année 2018 a été un travail de réflexion avec le MEDEF, avec la CPME, avec la CCI, avec d'autres entreprises, pour se dire comment on peut, nous, entreprises, faire quelque chose sur cette métropole. Et c'est comme ça qu'on a abouti au schéma de l'entreprise des possibles, tel qu'on essaye de le développer aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas qu'on essaye, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'on y arrive. Voilà. Alors, moi, dans le sujet dont je vais vous parler, ça porte sur beaucoup de thématiques, mais on parle vraiment de RSE d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, et la particularité ou l'ADN de l'entreprise des possibles, c'est que ça engage les collaborateurs d'entreprise. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont engagées sur un certain nombre de thématiques et qui font des chèques parfois très importants sur des causes, mais qui n'engagent pas forcément leurs collaborateurs. On estime qu'en France, c'est à peu près 20% des entreprises qui engagent leurs collaborateurs. Donc, l'idée, effectivement, sur la métropole de Lyon, c'est d'aller bien au-delà de ça. Et on est dans un mouvement aujourd'hui où les entreprises cherchent à embarquer leurs collaborateurs en matière de RSE pour donner du sens à leur travail, pour donner du sens à l'entreprise, pour donner de la fierté d'appartenance, pour donner du challenge d'équipe. Et donc, il y a une très grosse demande des collaborateurs d'entreprise. Et puis, on vient de passer, avant 2019, une période où les entreprises étaient en très grosse difficulté de recrutement et ça leur permettait aussi de fidéliser et d'engager leurs collaborateurs.
Et puis globalement aussi, c'est une RSE territoriale, puisqu'on n'est que sur un territoire, un périmètre fini, qui est la métropole de Lyon. Alors, on n'est pas non plus rigide et on va jusque dans le Rhône ou dans la plaine côtière de l'Ain pour les entreprises qui veulent nous rejoindre. L'idée quand même, c'est que les collaborateurs soient associés à une vie avec la métropole de Lyon, hein, parce que sinon, ils ne seraient pas beaucoup mobilisés et ça n'aurait pas forcément de sens. Et c'est vrai que le modèle, en tout cas tel qu'il est conçu, a une originalité d'être RSE territorial. Alors, comment ça se passe? Moi, je vais d'abord commencer par vous poser 7 petites questions qui peut vous interroger. L'idée, c'est de se dire, mais finalement, ce monde de sans-abri, est-ce que vous le connaissez? Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez qui est? Est-ce que vous n'avez pas forcément de préjugés? Alors, cette question, et vous avez 5 secondes à chaque fois pour y répondre chacun. Il n'y aura pas de prix à l'issue de ce petit quiz. Au sein de l'Union européenne, le nombre de personnes sans domicile a augmenté entre 2009 et 2019 de 30%, de 50%, de 70%. Alors, à chacun de répondre selon, en tout cas, ce qu'il pense sur est-ce que c'est 30, 50 ou 70% d'augmentation. Vous allez avoir la réponse, c'est 70% d'augmentation de personnes sans domicile fixe. Et j'y reviendrai tout à l'heure, en France, c'est 50%. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, mais en tout cas, il y a un phénomène qui est, dans le domaine du logement, quelque chose d'extrêmement préoccupant. Deuxième question, c'est quelle est la première cause de perte de son logement? Voilà, c'est la rupture familiale ou c'est les difficultés financières? Vous allez me dire, parfois, l'un va avec l'autre. Effectivement, mais il y a quand même une cause majeure par rapport à ça. Et donc, voilà, vous avez 5 secondes pour pouvoir y répondre. Eh bien, c'est la rupture familiale qui est le plus important. Je sais qu'au Danemark, c'est les pouvoirs publics qui financent du conseil conjugal pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement, il y ait moins de rupture familiale et moins de difficultés sociales. Voilà. Quelle est la part des femmes au sein de la population sans domicile fixe? Moins de 10%, 25%, 40%. Alors, ce sont des chiffres qui sont parfois des estimations, hein, on n'a pas de recensement hyper précis et chaque année, mais on a quand même des tendances. Et depuis 4 à 5 ans, un peu plus de 5 ans, on sait que la part des femmes augmente de façon significative. Donc, c'est moins de 10, 25, 40, c'est 40% aujourd'hui. Et la peur, effectivement, c'est que dans les années qui viennent, on augmente fondamentalement ce chiffre-là. Voilà. Femmes seules ou femmes avec enfants, on y reviendra puisque l'entreprise des possibles a pris cette cause de femmes seules avec enfants fortement en priorité de ses objectifs. Quelle est la part des sans-abri qui sont accompagnés d'un animal? Moins de 5%, 10%, 20%. Si vous vous promenez rue de la République, vous aurez sûrement une impression qui est un peu faussée. Voilà. À la fois, c'est un élément important en termes de lutte contre l'isolement social pour ces personnes-là. Voilà, c'est 5%. Et ça, c'est issu d'un recensement qui avait été fait sur la métropole de Lyon en 2019, auprès de 800 personnes. Voilà, donc ça donne des tendances. On ne vous dit pas que c'est 6 ou 7%, mais en tout cas, ça donne des tendances. Voilà, quelle est la part des sortants de prison n'ayant aucune solution de logement? Ça, c'est un chiffre qu'on a au niveau national et qui est aussi, qui donne aussi le profil du public qui peut être dans la rue. C'est 26%. Voilà, donc important qu'effectivement, il y ait des coordinations avec le ministère de la Justice pour anticiper ces sorties, pour qu'elles ne soient pas des sorties sèches, comme on dit. Voilà, autre question, quelle est la part dans les sans-abri de personnes qui ont bénéficié du dispositif d'aide sociale à l'enfance? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dispositif qui fait que quand les parents sont défaillants, partiellement ou totalement, on place les enfants, en tout cas on les met sous tutelle, notamment du Conseil général qui est la métropole sur Lyon. Voilà, donc des enfants qui ont effectivement eu des parcours un peu cabossés dès le départ. Eh bien, c'est 25%, et ça, c'est un chiffre qu'on a au niveau national. C'est-à-dire que vraiment, alors, il faut bien faire attention, hein, c'est 25% des sans-abri qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Ça ne veut pas dire que 25% des sans-abri sont des gens de l'aide sociale à l'enfance vont aller dans la rue. Hein. Faire attention à ce qu'on dit. Voilà, mais c'est quand même un chiffre qui est important. Et puis, dernière question, c'est quelle est la part des sans-abri ayant un poids stable? Alors ça, c'est une enquête de mars 2019. Je pense que ce chiffre-là diminuerait aujourd'hui du fait du confinement et de la situation sanitaire.
Voilà, mais on avait 13% de personnes ayant un emploi plutôt stable et qui dormaient dans leur voiture ou qui dormaient chez des amis. Donc, la rupture familiale est effectivement un élément important. Et voilà, et on sait que ce n'est pas des gens qui sont dans la rue depuis si longtemps que ça. Voilà. Je vais vous donner quelques autres chiffres simplement pour vous dresser ce panorama. Voilà. On estime qu'il y a 7 à 9 000 personnes dans le département du Rhône qui sont vraiment en recherche d'un toit. Voilà. Et on compte 3 à 4 000 sur la métropole de Lyon. Peut-être qu'en 2021, ça sera un peu plus du fait de la crise qu'il y a. Des gens plutôt jeunes, 60% de moins de 35 ans. L'espérance de vie, c'est 49 ans. Donc, c'est assez jeune. Des gens qui sont en couple, des gens qui ont des revenus, des gens qui peuvent avoir des enfants, qui peuvent en avoir la garde alternée, même s'ils n'ont pas forcément de toit pour les recevoir. Des personnes qui sont souvent en très grand isolement social, qui ont des habitudes de vie dans des quartiers. Et ça, c'est un élément important pour travailler avec les commerçants. Et je le disais tout à l'heure, le nombre de sans-abri a augmenté de 50% en 10 ans en France entre 2009 et 2019, ce qui est finalement préoccupant. Alors, des chiffres aussi importants qu'on a plus récemment à Lyon, on sait que c'est 200 femmes qui sortent de maternité chaque année sans solution de logement. Ils sont gardés jusqu'à 30 jours à la maternité si on ne trouve pas de solution. Souvent, les assistantes sociales font des prouesses, mais c'est toujours compliqué de mettre quand même un bébé et une famille à la rue. Et puis, autre élément, c'est 1 personne sur 3 en ce moment qui est rencontrée dans les rues de Lyon qui est des personnes de moins de 15 ans. 1 personne sur 3. Donc, les enfants sont vraiment un public très préoccupant, en tout cas pour les pouvoirs publics et pour nous, bien sûr. Voilà, en tout cas, cette situation-là, Alain Mérieux, et avec le collectif d'entreprises qui l'a rejoint, se dit bah non, c'est pas possible, on veut absolument faire baisser ces chiffres-là, et comment on s'y prend? Et donc, alors ça, c'est voilà, des chiffres qui sont parus en mois de septembre, hein, on annonce que cette crise sanitaire ne va pas arranger les choses. Et donc, voilà, auprès d'entreprises, on fait de la prospection d'entreprises pour aller chercher voilà, des collaborateurs et des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité qui souhaitent nous rejoindre. Il y a 22 fondateurs qui ont rejoint dès le départ l'entreprise des possibles et qui ont dit à Alain Mérieux, Banco, on finance le fonds de dotation pendant 3 ans. C'est-à-dire que tout ce qui sera collecté sera redistribué à 100%. Et le reste, eh bien, ce fonctionnement qui n'est pas très élevé est financé par les fondateurs. Donc, c'est jusqu'à fin 2021. Après, nous verrons. Et puis, il nous a rejoint petit à petit, puisqu'on travaille sur la prospection depuis plus de 20 mois, 24 mois de maintenant. On rejoint, puisqu'aujourd'hui, on est 60 entreprises. On vient de passer le cap des 60, avec des dernières entreprises qui nous ont rejoints un peu connues. C'est Michelin, avec toute sa partie digitale qui est à Lyon. Voilà. Et puis, vous voyez qu'effectivement, il y a des mutuelles, des gens des promoteurs immobiliers, des gens du tourisme, des gens du BTP, des gens du service. Voilà, c'est très varié. Effectivement, toute la partie pharmaceutique lyonnaise autour de Biomérieux est plutôt effectivement dans un premier cercle, mais pas que. Bien au-delà, il y a effectivement des banques aussi qui sont extrêmement actives autour de nous. Ça représente donc 60 entreprises et je le disais tout à l'heure, les collaborateurs sont très impliqués, donc ça représente environ 33 000 collaborateurs. Alors, qu'est-ce qui est proposé aux entreprises qui veulent nous rejoindre? Il y a 3 volets qui sont proposés. Les 2 premiers embarquent les collaborateurs, le 3e un peu moins, et c'est peut-être pour ça que je vais commencer par celui qui est complètement à droite, c'est la mise à disposition de biens immobiliers. Pour les entreprises qui sont propriétaires de biens, qui sont vacants, donc ça fait beaucoup de conditions, et vraiment il y a peu d'entreprises qui répondent à ça, on leur propose de nous le mettre à disposition sur une durée déterminée pour le transformer en hébergement d'urgence. Voilà. Donc, c'est des terrains, c'est des locaux, c'est des bureaux. Alors, depuis le début, on a eu à peu près 6 sites qui ont été mis à disposition, certains qui ont déjà été refermés puisque la disposition est terminée. Et on signe une convention avec ces entreprises pour dire à la date donnée dont on convient ensemble et dans l'état dont nous le décidons, votre bien vous sera rendu. Voilà. Donc, on a 6 sites et je vous montrais tout à l'heure dans les exemples de sites ce qu'on a pu faire avec ces mises à disposition et c'est que de l'hébergement temporaire où les gens restent. Alors, c'est temporaire. Alors, on a eu des biens pour 1 an, pour 2 ans et le plus grand, c'est pour 5 ou 6 ans. Alors, quand c'est 5 ou 6 ans, c'est super parce qu'effectivement, ça peut permettre de faire des projets intéressants. Et ce sont des propriétaires qui le mettent à disposition parce qu'ils sont en attente de décisions internes, qui sont en attente
là, c'était en attente du PLU et des dernières dispositions. Enfin voilà, il y a des tas de raisons ou des temps d'études de marché pour reconstruire d'autres choses. Souvent, c'est d'ailleurs quand il y a des bureaux, c'est démoli. Donc l'idée, c'est avant qu'il y ait squat et avant qu'ils démolissent, l'idée, c'est de pouvoir contacter les propriétaires pour travailler avec eux sur cette mise à disposition. Et on travaille avec des promoteurs immobiliers qui nous repèrent les opportunités. Et sachez que les entreprises sont défiscalisées quand elles mettent ces biens à disposition et c'est assez intéressant. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a pu mettre en valeur. Alors, les deux autres volets, ce sont donc, pour être donc vraiment auprès du public sans abri, c'est des missions de bénévolat qui sont proposées aux collaborateurs des entreprises adhérentes. Et les associations dont je vous présenterai la liste tout à l'heure sont référencées par nous, c'est-à-dire qu'on a quelques exigences pour qu'elles accueillent ces collaborateurs voilà, de façon en tout cas sympathique et qu'elles leur proposent des missions qui peuvent avoir du sens. C'est des missions qui sont courtes, qui sont longues. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est faire des repas, faire de l'accompagnement scolaire, porter des cartons, repeindre une pièce. Enfin, vraiment, je pense que chacun peut s'y retrouver. Et on a une plateforme numérique qui permet aux collaborateurs d'aller régulièrement et de voir les missions qu'il y a, des missions ou très courtes ou beaucoup plus longues. Et ce que nous, on demande aux entreprises, c'est de donner du crédit de temps de travail aux collaborateurs pour faire ces missions de bénévolat. Souvent, c'est 1 à 2 journées par an, ce qu'on appelle des journées solidaires, qui sont proposées et qui sont sur le statut du salarié sur ces journées-là est en autorisation d'absence rémunérée, puisque le droit du travail doit bien sûr intervenir et qu'il faut absolument que le salarié soit protégé et assuré quand il est sur cette mission en association. Voilà. Mais tout ça est cadré aujourd'hui et il n'y a pas de souci. Alors, en période Covid, effectivement, on a moins de missions, mais on a quand même une quarantaine de missions en vigueur en ce moment. Et puis, le don de jours de congés payés, qui est un élément important, qui est un peu le modèle économique, en tout cas de l'entreprise des possibles. L'idée, c'est que les salariés puissent faire des dons de jours de congés payés. Je vais revenir sur quel est le mécanisme qui permet ça, qui soit donc valorisé au salaire individualisé du salarié, abondé par l'entreprise et versé à l'entreprise des possibles pour financer des projets tels que je vais vous montrer tout à l'heure ou pour financer de plus en plus des projets de logement stable ou stabilisant. Pour nous, l'urgence là est la mise à l'abri des personnes, mais on va travailler sur le moyen terme à créer du logement un peu plus stable pour ces personnes-là et qu'elles puissent y rester. Alors, ce qui est important, c'est que 100% des sommes collectées sont reversées. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que le salarié qui donne, il sait que tout retourne sur les projets. Les dons de congés payés, c'est le ministère du Travail qui nous a donné la ficelle pour le faire, puisque dans le droit du travail, il permettait de faire des dons de congés payés entre collaborateurs. Et là, c'est un mécanisme un peu différent. L'idée, c'est que dans chaque entreprise, il y a une échéance de congés payés, qui est souvent le 31 mai, parfois le 31 décembre, et que le DRH demande à ses collaborateurs de poser ses congés pour pouvoir effectivement faire les règlements et faire le cadrage annuel. Et l'idée, c'est que le salarié, en posant ses congés, il en oriente dans une limite que se fixe l'entreprise. 1, 2, 3, 4, 5 pour les grosses entreprises. Parfois, c'est allé jusque-là. Souvent, c'est 1 ou 2, qui est donc proposé de donner à l'entreprise des possibles et abondé par l'entreprise classique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Nos missions de bénévolat, on en a quelques-unes, mais la période Covid n'a pas beaucoup aidé. On était dans une période un peu confinée sur 2020, mais on commence à avoir quelques missions qui s'engagent. Et puis, sur les dons de congés payés, on a déjà mené, je ne vais pas me tromper, 4 campagnes, une au 31 mai 2019 et 2020 et une au 31 décembre 2019 et 2020. Et avec effectivement une progression de collecte qui fait qu'on a pu redistribuer en novembre dernier 630 000 €. Voilà. Et on a l'ambition d'aller jusqu'à des collectes qui aillent jusqu'à 1 à 2 millions d'euros par an, ce qui n'est pas du tout fou vu le nombre d'entreprises qui nous rejoignent aujourd'hui. Et donc, avec cet argent-là, on peut financer de beaux projets de logement. Et vous le savez mieux que moi dans votre école, ça coûte aussi cher le logement, voilà, et les travaux. Voilà, donc ça, c'est les 3 leviers qui sont proposés aux entreprises et qui fait qu'ils nous rejoignent à un moment donné pour s'embarquer dans l'aventure. Alors, ça, c'est
un peu vous dire aussi, parce que je pense que ça peut intéresser certains, c'est-à-dire que finalement, quand on met ça en place dans une entreprise, bah, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas je mets sur une affiche à côté de la boîte aux lettres qu'on est adhérent à l'entreprise des possibles et qu'on peut faire des dons de congés payés. Il y a quand même toute une animation interne qui est importante à faire dans l'entreprise, qui associe bien sûr le DRH, le dirigeant, mais aussi la RSE si elle est là, les comptables et finances s'il y a un service précis, et puis la communication interne. Dans les grosses entreprises, ça fait 5 services différents. Dans les petites PME, c'est souvent 1 à 2 personnes qui font tout ça. Et donc l'idée, c'est effectivement une fois que la convention est signée, eh bien, c'est de se dire finalement quelles sont les règles qu'on va donner aux collaborateurs et qu'est-ce qu'on va proposer, d'en parler aussi aux représentants du personnel qui peuvent en tout cas être bien sûr intéressés, proposer les principes de fonctionnement, lancer ces campagnes. Il y a il y a une campagne pour chaque entreprise par an. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner par des outils, par des vidéos, par des tas de messages, des modèles de mails, etc., tout cet accompagnement et faire comprendre aussi que l'entreprise, elle est engagée dans quelque chose qui est plus grand qu'elle à l'échelle de la métropole et qui va faire que chacun va être une petite part de la somme collectée finale. Alors, si on a des grandes entreprises qui nous donnent jusqu'à 250 000 euros puisqu'elles ont 5 ou 6 000 salariés, il y a des petites entreprises où il y a 10 salariés et qui sont allés jusqu'à nous donner 2 000 euros par an. Et je trouve ça super puisque c'est leur propre contribution. Voilà. Puis après, il y a un versement à l'entreprise des possibles et il y a un reçu fiscal pour l'entreprise. C'est aussi un élément important. Voilà. Alors, des tas d'outils ont été conçus depuis 18 mois. Voilà, on va de plus en plus vers les vidéos parce qu'on sait que c'est ça qui marche autour des projets qu'on a pu aider et qui sont tout à fait disponibles pour chaque entreprise qui est adhérente et qui permet du coup de… Voilà. Alors, si vous allez sur notre site internet, vous en avez quelques-uns qui donnent effectivement à voir quels sont les projets qu'on a pu monter. Voilà. Et puis, il y a cet espace numérique, plateforme, qui permet effectivement de voir les missions de bénévolat et qui est tant utile pour les entreprises, puisque au lieu de leur envoyer des mails, eh bien, on fait tout passer par la plateforme sur les documents. Pour l'association qui nous dit, ben voilà, tel salarié de telle entreprise a passé tant de temps sur telle mission, et ça c'est important pour qu'il y ait des attestations de temps passé pour les entreprises. Et puis les salariés, ben, ils consultent leur plateforme quand ils le veulent et comme ils le veulent, et ils prennent contact avec l'association en direct. Voilà. Donc cet espace membre, il a été ouvert début novembre, donc il est encore tout neuf et effectivement la période de confinement fait qu'on est encore un peu en observation. Alors, je reprends la casquette d'entreprise et pourquoi les entreprises nous rejoignent. Et je vous parlais tout à l'heure de RSE territoriale. Il y a 3 raisons qu'on a en tout cas écoutées dans les entreprises qui nous rejoignent. Il y a d'abord une démarche collective qui est innovante, puisque effectivement ce qu'on fait là ne s'est jamais fait. Et c'est sur une seule cause majeure sur laquelle on espère dans 2-3 ans voir un impact très concret. Alain Mérieux nous a fixé que fin 2022, on n'aurait plus de sans-abri dans les rues de Lyon. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à lui faire un joli cadeau de Noël, mais on va essayer en tout cas. Voilà, c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire baisser ce nombre significativement. L'idée aussi de challenge un peu collectif est aussi un élément important. C'est-à-dire quand on réunit les entreprises adhérentes, elles sont contentes d'être dans le même challenge et de pouvoir s'échanger un peu des recettes de mobilisation des collaborateurs. Et puis, on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous disent on est très sollicité par des tas de demandes, des tas d'associations et toutes les causes sont importantes et je le crois. Mais voilà, l'idée qu'on fasse un levier et on aille sur un fort impact, on mutualise les fonds et qu'on sait que les projets vont être importants et à grande ampleur, est aussi un élément qui semble mobiliser pas mal d'entreprises. Voilà. C'est pour ce qui est de donner du sens, j'en ai parlé tout à l'heure aux collaborateurs, c'est un élément important de fidélisation, de challenge collectif, en termes de communication aussi sur la RSE de l'entreprise. Et puis, c'est assez facile à mettre en œuvre puisqu'aujourd'hui, nous, on fournit des kits clés en main. Et puis, dernier élément, c'est une possibilité de défiscalisation qui n'est pas forcément neutre pour certaines entreprises. Certaines ne le font pas du tout pour ça. Et d'autres, effectivement, elles peuvent en tout cas se dire à quoi ça m'engage et je fais attention effectivement à garder un peu de trésorerie. Je vais caricaturer, mais bien évidemment que c'est sécurisé. Voilà. Alors, simplement, un élément, je reviens sur la sécurisation. Pour l'élément financier de l'entreprise des possibles, elle a une contribution
annuel que vous voyez en haut à gauche de l'écran à nous donner par an, c'est 100 à 500 €. C'est vraiment plutôt un ticket d'entrée qu'autre chose et c'est selon la taille de l'entreprise. Tout ce qui est l'émission de bénévolat n'a aucun mouvement financier pour l'entreprise des possibles. Voilà, c'est vraiment, on n'a rien, à part offrir le service, nous on ne fait rien d'autre. Et puis effectivement, c'est ce don de jours de congés payés qui est un élément important et qui, nous, on espère pouvoir en tout cas collecter des sommes importantes pour aller financer des projets de logement. Ce qui est important à dire et qu'on a aussi négocié avec les pouvoirs publics, c'est que toutes les charges patronales ne sont pas payées par les entreprises sur ces dons. Voilà, ça c'est voilà, quelque chose qu'on a pu obtenir et que l'abondement le salaire, la valeur du salaire net du salarié n'est pas éligible au mécénat. Il ne peut pas rentrer dans cette assiette de défiscalisation. Ce n'est ni défiscalisable pour le salarié, ni défiscalisable pour l'entreprise. Voilà, ça c'est peut-être des petites règles techniques et on s'aperçoit que dans une entreprise qui mène campagne, c'est 5 à 10% des salariés qui donnent en moyenne. Voilà, c'est ce qu'on a pu observer, on n'a qu'à peine 2 ans d'existence. Voilà. Alors là, vous avez l'ensemble des associations qui sont référencées par nous, donc 26 associations aujourd'hui, certaines qui œuvrent au niveau national, d'autres plus au niveau local, qui s'occupent toutes de personnes en grande précarité ou à la rue, parfois spécialisées sur des personnes sorties de prison, comme les foyers mater, sur les personnes âgées, comme les petits frères des pauvres, sur les enfants, comme UNICEF, sur les jeunes, comme Éloge, ou qui c'est qu'on a d'autres, Éloge ou d'autres. Je ne vois pas ce qui est à droite de mon écran, puisqu'il y a des écrans, mais voilà, il y en a d'autres. Et puis, d'autres qui sont multi-publics, comme l'Armée du Salut, comme le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ou Habitat Humanisme. Et les jeunes aussi, c'est Apprentis d'Auteuil. Voilà. On a aussi des associations que vous connaissez bien, comme la Banque alimentaire, et qui a, elle, fortement besoin de bras pour pouvoir, effectivement, avec la recrudescence des demandes liées au Covid, qui nous a demandé d'être affiliés. Voilà. Et puis, vous en avez d'autres qui sont plus sur les personnes issues de l'immigration, comme Singa, qui est aussi un élément important de cette population sans abri. Voilà. Voilà. Et puis, on cherche, enfin, on va encore peut-être grossir, on arrivera peut-être à 30 associations aujourd'hui. Donc, ces associations, elles se sont engagées avec nous pour accueillir des personnes sur des missions de bénévolat, qu'on les aide à formaliser pour pouvoir faire en sorte que cette population de Lyon salariés puisse un peu mieux connaître les personnes dans la précarité, leurs besoins, et puis on brise cet isolement social dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un élément important. Et quand on rêve sur notre ambition, on se dit qu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, si les salariés de ces entreprises connaissent un peu mieux ce public dans la précarité, on peut faire dire que la ville sera un peu différente et que les rapports dans la ville ou dans des quartiers peuvent être aussi un peu différents, que l'accueil dans les entreprises de ces publics-là peut être un peu différent. Alors aujourd'hui, c'est des impacts qu'on ne connaît pas, mais on sent qu'effectivement, un certain nombre de salariés sont très en demande de tout cela, en tout cas. Et c'est là aussi qu'on casse les préjugés sur ce public-là, qui est parfois pas à la rue depuis très longtemps, mais on sait que pour les pouvoirs publics, plus il reste à la rue, plus ça coûte cher. Voilà. Et que dès qu'une personne, effectivement, est prise dans une situation un peu dramatique, la remettre, en tout cas avec un toit sur la tête, ça permet de beaucoup aller vite en termes de santé et même de santé mentale aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, à 18 mois, on avait fait le point fin novembre. On avait, nous, collecté plus de 1,1 million d'euros, donc en 18 mois, soit des dons de congés payés, soit du mécénat classique. On avait aidé 1550 personnes, on en avait logé à peu près 550. Effectivement, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 3 à 4 000 dont on parle, mais l'idée, c'est effectivement de continuer le chemin. Hein. Voilà, alors maintenant, je vais peut-être aller plutôt sur des réalisations que l'on a pu faire et qui peut-être peut vous intéresser, vous en tant qu'étudiant, sur tout cet habitat intercalaire qu'on essaye de développer aussi. La presse en a fait beaucoup l'écho de notre projet, qui était le premier projet un peu significatif qu'on a aidé en 2019. C'est dans le 7e arrondissement où Bouygues Immobilier a prêté 3000 m² pour Habitat Humanisme, puisque tous nos projets ont des associations qui accompagnent le public, où ils ont placé 33 containers
avec 80 personnes qui y habitent depuis, enfin, certains sont déjà sortis en logement, hein, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir cet habitat intercalaire pour que l'association leur permette de prendre un temps de repos, un temps de répit, et puis d'accompagnement vers l'emploi, vers la santé, vers les droits, qui sont aussi un élément important. On a financé, nous, tous les espaces collectifs des containers, et ce terrain va être rendu fin 2021, et donc il va falloir qu'on trouve un autre terrain pour mettre ces containers. Voilà. Mais ça, pour une association, c'est un élément important, c'est 80 personnes qui ne sont pas dans la rue, ou pas dans de l'hébergement d'urgence, ou pas en hôtel. Et ça, c'est un élément important. Notre rêve, c'est qu'il n'y ait plus de chambres d'hôtel pour les sans-abri. Voilà. Pendant la crise sanitaire, on a effectivement été fortement mobilisés dans l'urgence. On a des entreprises qui nous ont prêté des appartements, voilà, en disant, bah, voilà, j'ai 2-3 appartements, vous pouvez loger des personnes. Donc, ça a été l'entreprise DCB, on a accompagné 20 personnes, 20 jeunes. Le Crédit Agricole a fait don de containers dans lequel aussi on a accueilli des personnes en grande marginalité. On estime à Lyon, par exemple, pour vous donner une idée, on estime qu'il y a à peu près 80 grands marginaux. Les grands marginaux, c'est ce que vulgairement on peut appeler le clochard, les gens qui ne veulent plus rien, qui ne croient plus en rien, qui n'ont plus d'ambition que parfois de errer d'un banc à l'autre dans la journée. Donc 80, c'est rien à l'espace d'une métropole. Et l'idée là, c'est sur 2021, c'est d'accompagner un projet qui puisse en tout cas leur proposer, puisque c'est qu'une proposition, de prendre un temps de répit et de repos dans un espace collectif ou plus individualisé et de les accompagner, puisqu'on sait que quand on prend ce temps de remise en route, ou je ne sais pas bien comment il faut le dire, en tout cas de temps de latence où ils peuvent reprendre confiance en eux, on peut les remettre dans un logement et ils peuvent sortir par le haut et avec beaucoup plus de dignité. Voilà, il y a Veolia qui a prêté aussi des locaux pendant la période Covid qu'on a déjà rendu, et puis d'autres entreprises qui, à la fin du premier confinement, nous ont prêté des entrepôts pour que la Croix-Rouge fasse un entrepôt d'habillement, puisque les gens n'avaient plus de change, plus rien pour laver leur linge. Et effectivement, il y a eu, et puis on ne pouvait pas donner des habits comme ça, il fallait faire des colis à cause effectivement du virus, et ça n'a pas été forcément facile. Et la Croix-Rouge a pu coordonner tout ça. Voilà. Autre projet qu'on a pu financer aussi, c'est rue Sala, à Lyon, dans le 2e arrondissement, où un ancien couvent qui était vide a pu être en tout cas réquisitionné, et on y accueille des femmes victimes de violences avec enfants. Donc, on est en train, il y a 3 étages au total. Il y a 2 étages qui ont été immédiatement aménagés, très vite parce que c'était facile. Et on est en train de faire les travaux au 3e étage qui seront finis fin février, début mars, pour y accueillir une vingtaine de femmes en plus. Donc voilà, c'est en plein centre, il y a un petit jardin qui est sympathique pour les enfants. Et il y a déjà des femmes d'ailleurs qui ont été accueillies en avril et qui sont déjà sorties en emploi et en logement, simplement parce qu'elles n'avaient pas les papiers qu'il fallait pour pouvoir accéder à un logement social. Donc voilà, ce moment de répit est un élément extrêmement important pour ces publics-là. Et puis effectivement, femmes victimes de violences pendant le confinement, où cette année, il y a eu 3 à 4 centres d'ouverts sur la métropole de Lyon. Voilà, donc ce n'est pas que dans les médias, c'est une réalité sur Lyon. Autre projet, puisqu'on parlait de mise à disposition par des entreprises, c'est la société Patriarcat qui nous met à disposition rue Bancel, un immeuble de 1100 mètres carrés qu'elle gardait vide et qu'elle savait qu'elle allait démolir. Donc, bien évidemment qu'on a été intéressé par sa proposition, on a fait des travaux, ça a été confié à l'Armée du Salut, et aujourd'hui, c'est 73 personnes qui sont accueillies pour 3 à 4 ans dans cet immeuble-là, qui effectivement sera démoli à terme pour en faire soit des bureaux, soit en faire une résidence pour étudiants. C'est l'ancien site d'Handicap International, pour ceux qui connaissaient. Voilà, c'est vers le musée de la Résistance. Voilà. Donc ça, c'est effectivement des projets qui sont extrêmement intéressants pour nous, puisque les personnes peuvent vraiment être accompagnées de façon très qualitative. Voilà. Autre réalisation qu'on a pu faire, Mérieux Nutriscience a ses bureaux dans un domaine à Tassin-la-Demi-Lune qui a effectivement pas mal de verdure, et il y avait tout un espace où Alain Mérieux a souhaité mettre des petits chalets en bois pour y accueillir des femmes seules avec enfants. Donc c'est un projet qui est né en juin 2020, qui a été finalisé en novembre. Les femmes sont arrivées en novembre. Et donc, il y a 7 chalets qui sont des grands studios
voilà, des grands studios qui sont plutôt sympathiques, avec des moutons derrière, enfin des brebis, paraît-il, qu'il n'y a plus de mâles, et qui voilà, permettent aux enfants de s'ébrouer dans la nature et qui sont accompagnés par Habitat Humanisme. Hein. Je dis toujours, les personnes sont toujours accompagnées par une association. C'est un élément extrêmement important. Voilà, alors comment sont choisis nos projets? C'est aussi quelque chose que je voulais vous présenter. On a effectivement des associations référencées qui nous présentent nos projets. On a aujourd'hui décidé qu'on avait suffisamment voilà, de professionnalisme dans les associations pour qu'elles nous présentent des projets solides. On a un comité de projet qui est autour d'Alain Mérieux et de quelques personnes qu'on a associées de fait de leurs compétences sur le choix de première sélection de projet. Et après, bien, c'est finalement le conseil d'administration au final qui choisit les projets sur les propositions de ce comité-là. Et puis après, ben, effectivement, on fait communication aux associations et aux entreprises et aux salariés bénévoles de qu'est-ce qui a été financé pour leur dire ben, l'argent collecté, voilà à quoi il sert. Notre volet communication est un élément important. Alors, dans les critères de choix, on a vraiment mis la priorité sur les jeunes, voilà, les jeunes hors de tout dispositif. Il y a aussi les jeunes qu'on dit maintenant majeurs, c'est-à-dire on ne sait pas s'ils sont mineurs ou majeurs, mais ils sont issus de l'immigration et ils se disent mineurs parfois pour être restés en France, mais parfois ils le sont majeurs ou parfois ils ne le savent même pas eux-mêmes. En tout cas, c'est une population qui est fragile et l'idée pour nous, c'est vraiment de leur permettre de leur faire la courte échelle pour avoir une vie, en tout cas une perspective de vie plus satisfaisante. Voilà, on essaye aussi d'avoir des projets inter-associations, ça donne un peu plus d'ampleur, des projets sur lesquels on mesure l'impact très concrètement, savoir si c'est des solutions individuelles ou collectives, et puis on regarde effectivement voilà, le caractère un peu je vais dire marketé pour les entreprises sur des projets en tout cas, on ne finance aucun fonctionnement d'association. Ça, c'est un élément important, c'est hors de notre champ de projet aujourd'hui. Voilà, alors ça, c'est effectivement voilà, nos choix sur 2021. Les femmes enceintes sortant de maternité sans solution de logement, les femmes à la rue avec ou sans enfants, mais en tout cas isolées et vulnérables, et puis les jeunes en situation de très grande précarité. Et on sait qu'il y en a effectivement beaucoup qui peuvent même parfois sortir de squat et qui n'ont plus du tout d'autres solutions. Et qui peuvent rencontrer des réseaux qui ne sont pas fortement vertueux pour l'avenir. Voilà. Encore un autre projet, c'est pour aussi vous donner des illustrations. On va financer une halte des femmes qui est pour effectivement des logements pour 35 femmes avec leurs enfants. Et il va y avoir tout un espace de puériculture au rez-de-chaussée que l'on va financer. Et les femmes sont autonomes dans leur logement, mais accompagnées collectivement par des travailleurs sociaux. Ça devrait naître, je crois que l'association est en train de chercher le lieu, mais ça va sûrement être dans le 3e ou le 6e arrondissement de Lyon. Voilà, toujours pour ces jeunes mineurs majeurs, c'est l'association LEMA qui va en tout cas avoir un terrain à Villeurbanne pour accueillir aussi des petits chalets en bois et qui va permettre d'accueillir une 50aine de jeunes isolés et de femmes avec enfants sur Villeurbanne. Villeurbanne a signé une charte des sans-abri avec le nouveau maire en septembre et effectivement est plutôt très proactif sur ce public-là. La maison Oxygène, c'est aussi un nouveau concept qui n'a jamais été fait en France. L'idée, c'est d'accompagner 5 pères en situation de grande précarité qui ont un droit de visite ou d'accueil de leurs enfants, mais qui n'ont pas de lieu pour cela. Et l'idée, c'est de travailler, d'avoir un habitat collectif pour ces 5 pères et puis de leur permettre d'être accompagnés et collectivement et par les autres sur cette relation et familiale et avec leurs enfants, parce qu'on sait que c'est souvent un levier d'insertion important. Voilà, alors je vais peut-être passer sur ces autres projets parce que je vois l'heure qui tourne. Voilà, on sait que c'est à peu près 1000 personnes qui vont être aidées en 2021. Là, simplement, c'est effectivement une gouvernance de l'entreprise des possibles, une équipe salariée de 4 personnes et un conseil d'administration avec uniquement des entreprises. Ça, c'est un élément important. Voilà, et puis on va aussi travailler sur le bénévolat, sur les fameuses compétences relationnelles développées par les salariés dans ces missions de bénévolat, qui peuvent être aussi un petit passeport, qui peuvent aider un certain nombre voilà, de personnes. Voilà. Et puis, on a une réflexion qui débute à peine sur un projet de réflexion pour essayer de se dire comment on lève à l'échelle de la métropole de Lyon 500 à 600 logements
pour ces publics-là. Bon, on ne sait pas du tout comment on va s'y prendre, mais on a l'idée en tout cas de chercher. Voilà, j'ai été très longue, peut-être plus qu'il n'était prévu, mais je m'en excuse. Et je suis à l'écoute des questions. Oui, donc merci beaucoup pour votre présentation. N'hésitez pas à poser des questions, donc allumez votre micro ou dans le chat, comme vous préférez. J'ai essayé le temps que ça démarre. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Merci beaucoup pour cette très riche présentation. J'avais moi une question par rapport à votre modèle. On a bien compris que vous travaillez sur des opérations, pour certaines avec des durées très déterminées. Vous avez des terrains ou un accompagnement pour plusieurs mois, voire plusieurs années, mais avec à chaque fois, on va dire, une fin de contrat identifiée en amont. Quid des personnes que vous avez pu mettre à l'abri ou héberger pendant une année ou 2 années? C'est quoi la suite pour elles? Vous escomptez qu'entre-temps, elles sortent du dispositif de grande précarité et donc d'accueil d'urgence que vous proposez, ou vous allez, entre guillemets, devoir les reprendre en charge dans d'autres structures? Oui, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, pour nous, l'idée, c'est que l'association les accompagne sur de l'accès au droit, et au droit qui peut être l'emploi si elles le peuvent, ou qui peuvent être du logement, ou les deux, si besoin. Voilà. On s'aperçoit que le nombre de personnes qui n'ont pas franchi le cap de demander des droits, du droit au RSA, du droit au logement, du droit, je ne sais pas quoi, est un nombre extrêmement important. Et parfois, il faut effectivement seulement quelques mois pour les mettre en route d'un autre parcours sur lequel elles n'auraient pas rebondi toutes seules. Voilà. Donc dans l'association, elle essaye d'en mettre le maximum dans ce parcours-là. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Et l'idée, c'est qu'effectivement, sur cette période-là, elle puisse accompagner l'ensemble de la population. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a toujours D'abord, il y a des personnes qui, si par exemple, il y a une mise à disposition sur 2 ans, il y a des personnes qui vont rester 3-4 mois, et puis, pof, elles vont pouvoir partir et trouver un logement ou trouver un autre chemin. Et donc, on va réaccueillir du monde. Donc, il y a aussi une entrée-sortie un peu permanente. Donc, il restera toujours à la fin un résiduel accompagné depuis peu qu'il va falloir reloger ailleurs, mais qui va être de toute façon relogé grâce à l'association et grâce au projet d'après qu'on va pouvoir financer. Donc, voilà. Et il n'y a pas aujourd'hui de durée moyenne d'accompagnement pour les associations. On sait qu'il y a des publics qui seront toujours très, très éloignés. Donc, l'idée, c'est de leur trouver des activités, c'est de leur trouver même ce qu'on appelle parfois les premières heures de travail. Quand certaines arrivent à travailler 2 heures par semaine, pour les plus en difficulté, c'est déjà gagnant, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est très varié selon effectivement le public, mais l'idée, c'est que le maximum puisse aller vers du parcours résidentiel tel qu'on l'entend dans les politiques publiques. L'idée, surtout pour nous, c'est de pas de continuer à gérer de l'hébergement d'urgence pour déplacer les gens d'un à un autre, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Voilà, si je caricature, et on fait très attention à ça avec les associations. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, allons-y. Je ne sais pas si vous voyez le chat, sinon je peux vous lire les questions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type en France? Alors, non, on ne l'a pas rencontré comme ça. Il y a d'autres initiatives sur de l'hébergement d'urgence, sur faire des partenariats entre des hôtels qui ont toujours 2 chambres d'hôtel pour les sans-abri, etc. Il y a des tas d'initiatives, bien sûr, qui fusionnent en France, mais à l'échelle où on souhaite le faire, sur le périmètre qu'on souhaite le faire, non, on n'a pas du tout rencontré ça. C'est pour ça que les ministères et les pouvoirs publics nous regardent avec attention pour savoir si on va pouvoir continuer à se développer. Voilà. Et l'idée aussi, c'est qu'on a été demandé par d'autres métropoles en disant mais on aimerait bien faire ça chez nous. Donc pour nous, l'idée aujourd'hui est d'ancrer le modèle sur Lyon. Voilà, le temps qu'on négocie avec les finances publiques, le ministère du Travail, etc., il a fallu quand même du temps pour asseoir ça, voir comment le modèle se met en place.
On fait aussi de la demande de mécénat de compétences aux entreprises du BTP sur les projets. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'animer. Ça demande du travail et du cadrage. Et donc, je pense qu'il y aura peut-être une extension nationale sur 2022-2023. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, non, on ne connaît pas de solution comme ça. Il y a des tas d'initiatives sur des pensions de famille, sur de l'habitat partagé, sur des gens qui accueillent les personnes chez eux. Oui, oui, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, à l'ampleur où on souhaite le faire, non, on n'a pas rencontré. Très bien, bah, merci. En plus, vous avez répondu à la deuxième question en même temps. Alors, peut-être je peux compléter pour dire que c'est la Helsinki, en Finlande, qui a mis en place une politique il y a plus d'une dizaine d'années, avec aussi un mécène qui avait acheté des appartements et qui avait essayé de diminuer le nombre de sans-abri. Et en 10 ans de recul, ils avaient diminué de 2/3 les sans-abri. Donc, ils n'étaient pas arrivés à les baisser totalement. Voilà, mais donc, c'est la seule initiative qu'on est allé voir. Enfin, en tout cas, on a rencontré les personnes qui sont venues en France, un peu à l'échelle des modèles qu'on a pu faire. Très bien, merci. Il y a une longue question ou remarque de Marine Lacasse, donc je vous invite à allumer le micro pour la poser, si c'est possible. Oui, bonjour. Vous voulez que je lise ma question, c'est ça? Oui, ou le redire, oui, si c'est possible. La synthétiser. En gros, je suis toujours un petit peu gênée par ce type de structures qui, en fait, sont créées à l'initiative de milliardaires qui réalisent de l'évasion fiscale et qui demandent à des entreprises qui, elles-mêmes, réalisent de l'évasion fiscale ou, au choix, bénéficient de crédits d'impôt et pourtant donnent à leurs actionnaires et s'apprêtent à licencier 2300 personnes dans le cas de Michelin. Et en fait, effectivement, c'est très bien d'aider les sans-abri, mais en fait, payer ses impôts et participer en fait, au système public, je pense que c'est encore mieux. Et je pense que là, on oublie en fait de replacer cette générosité dans un contexte où, en fait, les personnes qui font des dons de quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros, qui en plus appellent parfois les salariés à donner de leur congé ou ce genre de choses, sont en fait des personnes qui capitalisent énormément, et cette richesse qui s'échappe en fait de l'intérêt commun, elle est capitalisée par des personnes. Et en fait, ces structures-là, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme une blanchisserie d'image, même si je ne remets absolument pas en doute la sincérité des personnes qui s'impliquent au quotidien et qui veulent effectivement bien faire et aider les personnes démunies. Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il faudrait replacer ça dans un contexte plus global où en fait, les personnes qui donnent, ces philanthropes, sont en fait pas du tout des philanthropes. Et j'ai mis le lien d'une vidéo qui est réalisée sur la philanthropie, comme ça, des milliardaires, des millionnaires, pour rappeler qu'en fait, non, c'est pas du don, c'est pas généreux, c'est une manière de priver encore le commun, les personnes de cet argent. Et alors, je trouve que l'exemple de Michelin, j'ai lu ça aujourd'hui, qu'ils allaient licencier 2300 personnes. C'est vrai que comme vous le citez, parmi les entreprises qui donnent, je trouve ça, oui, un petit peu gênant, quoi. Alors, c'est pas une accusation envers vous, hein, mais c'était histoire de rappeler que dans un contexte ultra-capitaliste où effectivement ces personnes-là soustraient tout cet argent à l'intérêt commun, je trouve ça un peu gênant de mettre en avant cette pseudo-générosité. Alors, écoutez, merci en tout cas de votre sincérité. Je l'entends, je la comprends. Simplement vous dire que Sanofi, dans ce cadre-là, a clairement affiché qu'elle renonçait à la défiscalisation par rapport à ça. Donc, il y a aussi des choses qui sont annoncées. Biomérieux a redistribué 20% de ses dividendes en 2020 pour justement aider les sans-abri et les gens précaires. Il y a aussi effectivement blanchiment, c'est votre mot, mais voilà, je pense aussi qu'il y a de réelles entreprises qui ont envie de faire des choses et qui sont pris effectivement dans un système capitaliste, mais qui ont aussi envie de transformer ce monde capitaliste et de le rendre un peu plus responsable. Donc, ça ne se fait pas en changeant un modèle complètement, directement,
Mais en tout cas, à titre personnel, je pense qu'effectivement, les petites innovations ou les petites procédures, petites, qui peuvent devenir grandes, procédures qu'on propose, peuvent être en tout cas un bout de changement de ce monde-là. Voilà. Et voilà, pour connaître Alain Mérieux, effectivement, sa fortune est affichée dans tous les journaux. Elle est considérable, elle est importante. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas au courant de tous ces comptes, loin de là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a largement contribué quand même voilà, un réel montage de projets, et notamment sur Lyon, pour faire lever des projets et dans les sans-abri et autres, pour que voilà, des causes puissent avancer et des gens puissent être abrités ou aidés, quoi. Voilà ce que je peux répondre aussi modestement. Je me permets de prendre la parole. Je suis haute-parrain pour répondre à Marine Lacaze aussi sur ses doutes et ses suspicions quant à la beauté de ce beau projet collaboratif qui est très innovant et que je trouve très remarquable. Moi, j'admire complètement Monsieur Mérieux qui, à 82 ans, reste investi à ce point et essaie effectivement d'aider les sans-abri, qu'il ait effectivement réussi dans la vie. Bravo! Qu'il arrive effectivement à mettre sa personne et à collaborer grâce au réseau qu'il a pour aider les plus démunis. Je dis encore bravo et n'oublions pas qu'Alain Mérieux a aussi, grâce à sa réussite, aider des salariés à réussir eux-mêmes à construire leur vie, en plus d'aider les plus démunis, et que Michelin malheureusement licencie, effectivement, c'est dommage, c'est le capitalisme dans lequel nous vivons, mais embauche aussi beaucoup de gens et qu'ils sont aussi un peu victimes, mais ils sont obligés, pour conserver aussi peut-être un effectif et ne pas faire faillite, voilà, de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être riche et généreux. Oui, alors, moi, je pense pas. Après, je pense pas qu'on aura cette discussion aujourd'hui sur le modèle capitaliste, hein, mais je voulais simplement rappeler que, effectivement, la générosité, c'est bien, mais ne pas oublier de le ramener dans un contexte global où, effectivement, il y a, je parlais d'évasion fiscale, hein, on peut appeler ça optimisation fiscale, mais enfin, toutes ces grandes entreprises le pratiquent à plus ou moins grande échelle. Mérieux a été pointé en particulier avec le Luxembourg. Voilà, c'était juste pour rappeler le contexte général. Évidemment qu'il faut, soutenir les personnes bénévoles et les personnes qui s'impliquent dans ce genre de projet, mais voilà, pas oublier quand même un petit peu le contexte dans lequel on est, et que si les millions qui étaient gagnés, les impôts étaient payés dessus, probablement qu'on pourrait faire plus de choses. Mais bon, voilà, c'était ma petite remarque, mais j'arrête là. Bon, mais voilà, je vous remercie de votre sincérité, mais ce que je peux redire, moi, c'est que les changements, ils ne sont pas par cataclysme, ils se font aussi par des mouvements comme ça, en tout cas, je le crois, qui peuvent contribuer à changer des états d'esprit petit à petit, quoi. Très bien. Bon, on va passer une question suivante, une question de Valérie Doupeux, qui demande si le modèle de participation via les congés payés est-il propre à votre entreprise ou existe-t-il à l'échelle d'autres associations? Alors non, on a inventé ce don de congés payés sur voilà, l'échéance de congés payés et l'orientation vers l'entreprise est possible. C'est le ministère du Travail qui nous a soufflé cette solution-là. Donc, c'est vraiment en travaillant avec eux. Ceci dit, il peut être applicable à d'autres associations, c'est-à-dire qu'il n'est pas réservé à l'entreprise des possibles, ce n'est pas un modèle déposé. Voilà. Merci. Moi, j'avais aussi une question. Je me posais la question, ça fait 18 mois, 2 ans presque que l'entreprise des possibles commence de travailler sur le terrain. Vous nous avez montré des projets très divers, très diversifiés en termes de public et de type d'intervention. Mais je me demandais s'il y avait des premiers modèles efficaces qui commençaient d'émerger, que vous sentiez reproductibles ou pour être justement, pour augmenter un petit peu la force de frappe aussi de l'entreprise des possibles sur les années à venir. Est-ce qu'il y a des modèles qui commencent d'émerger ou est-ce que c'est à chaque fois très propre à la rencontre entre une association, une entreprise et puis un besoin? Alors, je vais le dire avec le recul qu'on a aujourd'hui, peut-être que je changerai d'avis dans 6 mois, mais je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, quand on a des bâtiments de 1000-2000 mètres carrés qui nous sont prêtés pour le confier à une association et on peut accueillir 60-80 personnes, ça, on sait que c'est un modèle vertueux et on aimerait avoir plus d'immeubles disponibles comme ça.
Ça, c'est sûr. Donc ça, on recherche ces bâtiments-là, soit pour… voilà, donc on a aujourd'hui que 3 bâtiments comme ça. Bon, c'est déjà 3 en 18 mois, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on sait qu'on aimerait en rechercher plus. Après, sur tout ce qui est l'accompagnement social des personnes, on se met, nous, un point d'honneur à faire en sorte que les gens soient dans des cadres jolis, beaux, colorés, sympathiques, pour aussi leur redonner un peu de vie. C'est-à-dire qu'on sait, et en travaillant avec les travailleurs sociaux, que c'est aussi en leur permettant d'être dignes du cadre dans lequel ils vivent que ça leur permet de remettre, voilà, en tout cas d'avoir des envies, des projets, des envies de relations, des envies de revoir leurs enfants, envie de revoir leurs parents, leurs conjoints, enfin voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on a travaillé avec les associations et elles savent que c'est quelque chose qui est important. Et après, on s'appuie beaucoup sur elles, hein, sur leur professionnalisme pour accompagner. Voilà. Après, il y a d'autres choses, c'est des accompagnements qui sont proposés aux personnes. Rien, on ne peut pas leur imposer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes, c'est plus compliqué de les accompagner parce que la vie ou leur santé mentale a été vraiment abîmée par effectivement ce parcours dans la précarité ou dans la rue. Donc voilà, donc on sait que voilà, on sait déjà par le travail social qu'il y a des modèles qui marchent ou qui ne marchent pas. Donc ça, c'est une première chose. On recherche, nous, des bâtiments un peu globaux et voilà, et on cherche des terrains et bon, on aimerait pouvoir, en tout cas, passer de cette mise à l'abri temporaire qu'on fait sur ces premières années à très vite passer dans le logement d'abord, c'est-à-dire leur permettre d'accéder tout de suite à un logement. Mais ça, on n'en est pas encore là et on ne connaît pas le modèle pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'étais un peu brouillonne, mais en gros, c'est ça. Merci. Par contre, on a aussi plus travaillé, parce que nous, notre idée, c'était redistribuer, c'est bien, mais notre idée, c'était collecter, parce qu'on n'était pas sûr que les entreprises, elles fonctionnent. Et donc, on a aussi beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui motivait, en tout cas, les entreprises à venir nous rejoindre et les collaborateurs à donner. Donc, ça aussi, ça a été un axe de travail important. Okay, donc, moi, je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation et ce modèle très innovant, voilà, où on apprend encore plein de choses et on voit qu'il y a des beaux projets à venir. Donc, félicitations et merci. Et également, moi, je voulais juste bien comprendre l'organisation. Donc, vous avez mentionné au tout début de la présentation qu'il s'agissait d'un fonds de dotation qui ne vivait aujourd'hui qu'auprès de la métropole de Lyon, dans les 59 communes. Mais c'est vrai que quand moi, j'avais fait des recherches pour essayer de mieux comprendre ce que faisait l'entreprise des possibles, et j'avais vu que c'était une fondation Ernst & Young quand je fais des recherches. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai des mauvaises informations sur Internet ou m'éclairer en tout cas sur ce… On a été assez mal référencé sur Google. Et donc, quand on tapait l'entreprise des possibles, on atterrissait sur Ernst & Young, qui était effectivement membre fondateur, membre adhérent de l'entreprise des possibles. Et donc, comme la fondation l'a mis sur son site, ça renvoyait. Mais voilà, le Ernst & Young est juste on dit EY maintenant, est un adhérent de l'entreprise des possibles, au même titre que les 59 autres entreprises. Et on est bien un fonds de dotation de droit commun avec voilà, 60 entreprises aujourd'hui qui sont membres. Voilà. Très bien, bah, merci pour m'avoir éclairé sur ce point. C'est la faute de Google, ça. Ok, ça marche, merci. On arrive à la fin de la présentation, donc on va prendre une dernière question, la question d'Alexandre Chevalier. Au-delà des chiffres, quels sont les retours des salariés sur cette offre de sens dans leur activité ? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent quoi, qui nous disent je voulais faire du bénévolat, je ne savais pas comment faire et là je sais que voilà, je sais que du coup je peux choisir et je sais sécuriser. Donc ça c'est les retours auprès des collaborateurs qu'on peut avoir et c'est assez flagrant. Je pense que le confinement, bien qu'il a été compliqué, il nous a aidés dans notre cause, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui se sont retrouvés chez eux à dire « mais moi j'ai un toit et ceux qui sont dans la rue, ils n'ont rien ». Et là, il y a eu une prise de conscience extrêmement importante parce qu'on a été très sollicités pendant le confinement en disant « mais qu'est-ce que je peux faire de chez moi ?» Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça a aussi aidé après à la promotion de l'entreprise des possibles. Et puis, voilà, il y en a qui ont effectivement des congés payés très généreux dans des entreprises avec des conventions collectives importantes, des entreprises qui perdent beaucoup de congés payés par an et qui se disent finalement, c'est une façon
d'en faire profiter et de pouvoir contribuer à ce mouvement qui est en bas de nos rues, en bas de nos portes et à nos portes, quoi. Voilà. Et ce qui était aussi important pour les collaborateurs, c'est vraiment de mettre une adresse, un public, une association sur des lieux sur lesquels ils peuvent aussi aller faire des missions de bénévolat. Et ça a aussi été le fait qu'on l'incarne de façon très concrète a été aussi important pour les collaborateurs. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Donc, il est 14h17, c'est la fin de ce premier thème de l'année. Merci beaucoup d'être venu et merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Internet, vous pouvez nous contacter ou Lily, vous pouvez donner mon adresse mail. Je répondrai bien volontiers aux questions si besoin. Très bien. Bon après-midi à chacun. Merci, bel après-midi, bonne continuation. Merci.